Cela aurait été génial de réécrire notre histoire à partir de la conférence de Berlin, une conférence marquée au fer rouge, le point de départ de nos souffrances. Ceci est l'un des nombreux messages que j'ai reçus sur ma dernière vidéo qui expliquait ce que serait le Congo si Lumumba n'avait pas été tué. Du coup, ça m'a donné une idée. Et si on remontait plus loin dans l'histoire? Et si on commençait par raconter, à notre manière bien sûr, l'histoire de nos royaumes avant la colonisation et même avant l'arrivée de l'homme blanc? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du royaume Congo. Plus précisément, d'un homme que l'histoire ne nous a pas vraiment bien présenté à l'école. Il s'agit de la vraie histoire du roi Nzinga-Kuvu, le roi des Congos. Nzinga-Kuvu est fils de Kuvu Atinu. Il est descendant de Nimi Alukeni, celui-là même qui, venu des tribus du Nord, conquit des terres et soumit les peuples barbares pour fonder le royaume Congo. Ce qui a fait la force de l'armée de Nimi Alukeni, c'était la maîtrise très poussée de l'art de la forge, le Congo dans une langue locale. Ce qui était très utile pour créer des armes, mais aussi des outils de chant pour les nouveaux peuples conquis, qui devenaient tout d'un coup très prospères. C'est ainsi qu'on lui donna le nom de Mani Congo, le maître de la forge, ou encore le seigneur d'acier. C'est vrai que les sources divergent sur ce point, mais moi, je préfère celle-là. Je la trouve plus imposante. Mais bref, ne nous attardons pas trop sur l'ancêtre Nimi Alukeni. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Nzinga-Kuvu. Voilà, le jeune Nzinga grandit dans le faste du palais de son père. Il y étudie l'économie, la sociologie, les sciences qu'on peut appeler aujourd'hui sorcellerie, mais surtout, comme tout futur roi, la guerre et la diplomatie. Du vivant de son père, il contribue à étendre le royaume Congo vers des nouvelles contrées, comme le sud de l'actuel Gabon. À la mort de son père en 1470, c'est tout confiant et plein de rêves pour son peuple que Nzinga-Kuvu se fait couronner par les Bamfumu comme étant le nouveau Mani Congo. Les Bamfumu, c'était un peu les grands électeurs de l'époque, ou les députés nationaux. C'est eux qui élisaient les rois. Les 2 premières années de son règne, Nzinga-Kuvu est très prospère. Le Congo se porte bien. Les rapports qu'ils reçoivent régulièrement des Nenkosi, les gouverneurs des 5 provinces, ainsi que des États indépendants qui constituaient le Congo Dia-Totila, sont très bons. Le royaume continue d'étendre son influence. Les impôts et les taxes sont payés régulièrement et on n'a même plus besoin de faire la guerre pour signer des nouveaux partenariats, à l'exception peut-être de quelques peuples Yaga qui tentent encore d'attaquer le royaume mais sans grand danger. Et puis, un soir de 1472, alors que le ciel est clair et qu'on peut admirer les étoiles depuis la terrasse de son palais au bord de la rivière Ntsundi, le Mankata, une sorte de ministre, toque aux portes du palais royal. Très vite, la garde lui ouvre et il s'empresse d'entrer et annonce au roi la terrible nouvelle. Il venait de recevoir la nouvelle par tam-tam. Oui, à l'époque, les Africains pouvaient communiquer à des centaines de kilomètres par tam-tam. C'était le fax. Cette nouvelle est plutôt inquiétante. Dans plusieurs villages lointains de l'état de Bamoun, dans l'actuel Cameroun, on a signalé l'arrivée des hommes avec une peau pâle comme des morts et des cheveux longs comme des longues herbes. Ces hommes venaient de la mer sur des pirogues géantes. Ils ont été accueillis en amis par le chef du village, mais depuis leur arrivée, on a signalé plusieurs disparitions d'enfants dans le village. Le ministre n'a aucun doute sur le fait que ces nouveaux venus avaient enlevé ses petits-enfants. Très vite,
le roi réunit ses plus proches collaborateurs. Ses émissaires sont envoyés dans la région du Nord pour vérifier l'information. L'information est confirmée. Il y aurait bien des nouveaux visiteurs dans le royaume du Nord qui kidnappent les jeunes enfants. Leur force, c'est la magie de la foudre. Ils ont un petit bâton entre les mains qui fait autant de bruit que la foudre et tue en 1 seconde un éléphant à très longue distance. Le chef de ces visiteurs s'appelle Fernando Po. Il dit qu'il vient d'un royaume qui se trouve au-delà de la mer, qui s'appelle Portugal. La terreur s'empare du roi. Il est le garant et le protecteur de son peuple. Et si ces personnes maléfiques qui créent la foudre à partir d'un bâton atteignent son royaume, comment va-t-il faire? Depuis chaque année qui passe, son inquiétude ne fait que grandir. Parce que ces nouveaux venus s'approchent dangereusement de son royaume. Ndinga Kuvu va alors prendre une série de mesures. La première est d'éloigner au maximum les enfants des côtes atlantiques afin qu'ils ne se fassent pas kidnapper. La deuxième est qu'on crée des contes pour les enfants dans lesquels les hommes pâles représentaient un danger. Si vous en voyez un, vous devez nécessairement fuir. On créa ainsi le mythe de ce qu'on appelle le Mundelengulu, le blanc malfaisant qui mange les enfants. Autre mesure, c'est de créer des patrouilles le long de la côte, en commençant par le nord-ouest jusqu'au sud du royaume, en espérant que le royaume passera inaperçu vu qu'il est éloigné de la côte. Mais voilà qu'en 1482, alors qu'il naviguait au large de Moanda, Diego Cao, un autre visiteur portugais, s'est rendu compte que son bateau était repoussé par la pression du fleuve Congo. Voulant en savoir plus sur ce fleuve puissant, il se rendit compte qu'une grande civilisation vivait sur ces terres. Ce que craignait Ndinga Kuvu s'était finalement produit. Son royaume caché recevra lui aussi la visite de ces hommes pâles venus de loin. Durant des années, le roi va refuser de rencontrer ces nouveaux visiteurs. Mais se rendant compte que certains jeunes têtus continuaient à s'aventurer le long de la côte malgré l'interdiction et se faisaient kidnapper, il décide alors de dialoguer ouvertement avec le chef de ses visiteurs afin de trouver un terrain d'entente. Il sait qu'une guerre sera perdue d'avance, ou du moins affaiblirait son royaume. Il va tenter d'utiliser les leçons de diplomatie qu'il avait apprises de son père tout jeune. En 1491, presque 10 ans après l'arrivée de Diego Cao, Ndinga Kuvu décide d'accepter ses nouveaux visiteurs en se faisant baptiser. Il portera désormais le nom de Joao del Congo. Pour lui, c'était un signe de paix, un geste diplomatique, d'autant plus qu'un roi des États confédérés du Congo d'Atotila s'était déjà fait baptiser et se faisait appeler Don Manuel. Et avec les Portugais, il préparait un coup d'État contre lui. Donc la solution, c'est la diplomatie. Malheureusement, ce qui était fait comme geste de paix sera considéré par les Portugais comme un acte de soumission. Ils vont ainsi tenter d'influencer la politique intérieure du roi, ce qui ne sera pas de son goût. 2 ans seulement après son baptême, le roi Ndinga décide de mettre fin à sa conversion catholique. Mais le loup était déjà dans la bergerie. Son fils, le prince Ndinga Vemba, rebaptisé Don Alfonso, décide de se rebeller et de rester fidèle aux Portugais, ce qui va encore affaiblir le pouvoir du roi. Le roi va néanmoins continuer à diriger pendant plusieurs années. Avant sa mort, en 1506, il désigne son fils Mpanzu Azinga comme le dauphin au trône. Mais au moment de l'intronisation de Mpanzu par les Banfumu, une guerre civile éclate. Son frère, Ndinga Bemba, qui déteste son nom et se fait appeler Don Alfonso, encouragé par sa mère, la reine Dona Eleonora, revient pour réclamer le trône. Aidé par les Portugais, avec ses armes qui font le bruit de la foudre, il s'empare du pouvoir et tue le dauphin légitime. Il deviendra donc le nouveau
Mani Congo. Mais à partir de là, ce royaume prospère autrefois ne sera plus jamais le même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on a appris à l'école, mais vu que l'histoire est écrite par les Portugais, il est clair qu'ils l'ont écrite à leur avantage. Celle-ci est une version alternative qui aurait pu être connue si l'histoire était écrite par les Né Congo.